Et bonjour! Cette semaine, on ne vous propose que des mots d'origine latine. Et c'est pas ce qui manque en français. Ce sera l'occasion de parler des différents latins qui se sont succédés au cours du temps. En route, bonne chance à tous! À l'époque romaine, on tissait les fibres de jonc, scirpus en latin. Mais il en résultait une étoffe de faible qualité. De ce fait, cette étoffe était destinée à un usage bien particulier. Cirpicularia en latin tardif. Serpillière en français. Le mot latin pour fillette a donné en français une fillette artificielle. Ce mot latin vient du radical indo-européen pu ou pou. La fillette en latin pupa a donné poupée en français. En grandissant, la fillette devient jeune fille et elle est appelée puta en latin. Ce mot est le féminin de putus, soit pur. Donc, avec une étymologie de pur, puta a donné en français un mot que nous ne prononcerons pas, mais qui désigne des personnes aussi appelées femmes impures. Une pure a donc donné une impure. Quel paradoxe! Selon le sens latin, c'est une marche de corde. De funis, la corde en latin. Funis avec ambulare, ambuler, marcher, donne le funambulisme. Du latin après, dans sa version d'adjectif. Il devient un nom d'objet en italien, puis en français, pour désigner un élément artificiel placé sur un humain, mis après, là où on attendrait un élément naturel. Après se dit post en latin. En latin, après se dit post comme adverbe et posticus dans sa version adjectivée. Le mot devient posticcio en italien, puis postiche en français. Ce mot désigne une courte phrase et vient de à affirmer en latin. Le verbe latin pour affirmer, dire quelque chose d'important, soutenir, est agaiare. A, adverbe, se dit ad en latin. A affirmer, soit ad agaiare en latin, est à l'origine de adagium, devenu adage en français. Incantator en latin est devenu logiquement incantateur en français, mais cet incantator a eu également un autre dérivé plus populaire et aussi plus déformé. Qui incante tel un sorcier ou un magicien, mais vu plus positivement. Tel Merlin, c'est l'enchanteur qui forme un doublé avec l'incantateur.
Le Kaiser allemand et le Tsar russe viennent tous deux du même nom commun d'origine latine, qui est d'abord un nom propre de personne. Ce nom propre était devenu nom commun comme synonyme d'empereur à l'époque de la Rome impériale. Le nom donné à l'époque de l'Empire romain à tous les empereurs était César. Le nom propre de Caius Julius César est devenu un nom commun, un titre, une appellation. Tous les empereurs romains, et même ceux d'origine germanique, comme Charlemagne, ont été appelés des Césars. La prononciation de César en latin classique était Caesar. Et vu que cette prononciation ancienne était connue des érudits, des grandes cours en Europe, c'est elle qui a servi à construire les formes de Kaiser en allemand et Tsar en russe. Cet adjectif vient du latin intérieur, suivi d'un suffixe superlatif, donc le plus intérieur. Ce mot est utilisé le plus souvent au figuré, sauf à propos d'une femme, où on le trouve au sens propre. Intérieur se dit intus en latin. Avec le suffixe superlatif, intus devient intimus, francisé en intime, excepté quand on parle des parties génitales féminines comme dans toilette intime, cet adjectif s'emploie au figuré. Journal intime, pensées intimes, conversations intimes, l'intime conviction. Nom d'origine et de consonance latine. Dans les grandes maisons avec beaucoup de domestiques, il désigne un certain type de domestique. De même, au début de l'ère industrielle, à côté de nombreux ouvriers spécialisés, il en fallait un ou quelques-uns dans les usines ou les ateliers. Du latin fait tout. Factotum, le factotum, ou homme à tout faire, le non spécialiste. Un être imaginaire, vu positivement. Son nom vient de l'assyrien Karub ou Kerub. À cette époque, il était souvent représenté sous la forme d'un taureau ailé. Cette représentation a bien changé au cours du temps, mais les ailes sont restées. Le mot est passé par l'hébreu, le grec et le latin ecclésiastique. C'est une créature citée dans la Bible et souvent représentée dans l'art religieux. Le chérubin, Karub ou Kerub en assyrien, Kerub en hébreu au singulier et Keruvim au pluriel. Chérubim en grec, Cherubim en latin. Cette prononciation a évolué en même temps que le latin d'usage, Cherubim, puis Cherubim, d'où le chérubin français. Quelle était la signification du mot en assyrien? Probablement apparenté à Kirub, propice, donc celui qui est gracieux, celui qui prie. En tout cas, un être vu positivement. Comme vous vous en êtes rendu compte, nous prononçons les mots latins en précisant parfois de quel latin il s'agit. Parce que le latin a été utilisé pendant 27 siècles, durant lesquels, comme toutes les langues, il a évolué. Prenons la fameuse phrase de Jules César: Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vous la voyez à l'écran, mais comment la prononcer? Eh bien, il n'y a pas une réponse unique, ça dépend de la période. À l'époque classique de la République romaine au début de l'Empire, il n'y a pas de V. Les V sont en fait des U et se prononcent OU. Et la diphtongue AE se prononce aïe. Ce qui nous donne Weni Widi Wiki,
Julius Caesar. Si on ajoute l'accent tonique et les voyelles longues en début de mot, ça fait Weni, Widi, Wiki, Julius Caesar. À partir du deuxième siècle, on commence à prononcer les V en début de mots comme des V et plus comme des U. Veni, Vidi, Vici. Au IVe siècle, vers la fin de l'Empire romain, c'est le latin qu'on appelle tardif. On commence à distinguer différentes prononciations du C comme en français. À cette même époque, la diphtongue AE se simplifie et se prononce E. Cela nous donne Veni, Vidi, Vici, Julius, Caesar. Mais ça, c'est la prononciation en Rome. En Gaule romaine, la règle de la première voyelle longue n'est plus appliquée. Et dès le 5e siècle, le S entre deux voyelles commence à être prononcé comme un Z. Ce qui donne, en latin très tardif de la Gaule, Veni, Vidi, Vici, Julius Caesar. Au Haut Moyen Âge, l'unité de l'Empire romain d'Occident a cessé d'exister, et donc l'unité du latin aussi. Ainsi en Italie, on prend l'Italie comme exemple parce que dans cette période où l'écrit se fait plus rare, c'est là qu'on a le plus de renseignements sur l'évolution de la langue. Si vous parlez de César à Milan, vous direz César. À Rome, vous direz plutôt César. Dans le sud, à Tarente, ce sera César. Et à Cagliari, en Sardaigne, on parlera de César. Lors de la Renaissance italienne, 15e et 16e siècle, des papes veulent réunifier le latin. Ils créent ce qu'on appelle le latin ecclésiastique. Il entérine beaucoup de règles apparues dans les langues latines pendant le Moyen Âge. Appliquées à notre phrase, ce latin nous donne Veni, Vidi, Vici, Julius Caesar. Le clergé français applique cette réforme, mais avec beaucoup d'imprécisions et d'ajustements. Ainsi, cette lettre devrait se prononcer OU, mais le son U est tellement ancré dans la prononciation française que le latin ecclésiastique, à la française, l'utilise alors que le son U ne devrait pas exister en latin. Ceci donne une langue particulière à la France. Veni, Vidi, Vici, Julius Caesar. Donc, si on regarde de plus près les mots français d'origine latine, extrêmement peu viennent directement de la prononciation du latin classique. Une petite minorité vient de la prononciation en latin ecclésiastique, parce que ce sont des mots liés à la religion. Mais tous les autres, c'est-à-dire environ 99% des mots d'origine latine, viennent de la prononciation du latin tardif. Et ce ne sont pas des emprunts, parce que le français, sauf quelques exceptions, n'a pas emprunté au latin. Le français, c'est du latin qui a évolué. Ce latin tardif est le dernier tronc commun entre toutes les langues latines. C'est de lui que partent les langues romanes, puis l'ancien français, l'ancien italien, l'ancien occitan et tous les autres. C'est pourquoi, à Cabriole des mots, on utilise et on utilisera la prononciation en latin tardif par défaut. Si on en utilise une autre, on le précise. Ce latin tardif n'est enseigné nulle part. Les deux seuls latins encore enseignés sont le latin classique et le latin ecclésiastique sous sa forme romaine. On peut d'ailleurs regretter que l'éducation nationale française ait arrêté, au milieu du XXe siècle, l'enseignement du latin ecclésiastique, qui était facile à apprendre pour un enfant parlant français, au profit du latin classique, qui est beaucoup plus éloigné et difficile à apprendre, et d'une utilité discutable. On peut comprendre l'intention, qui était de laïciser l'enseignement de cette langue, mais le résultat est désastreux. Aujourd'hui, le latin a quasiment disparu du paysage scolaire. Allez, on récapitule une dernière fois à la suite ces quatre prononciations appliquées à notre phrase fétiche, pour bien entendre l'évolution phonétique. Weni, Widi, Wiki, Julius, Caesar. Veni, Vidi, Vici, Julius, Caesar. Veni, Vidi, Vici, Julius, Caesar. Veni, Vidi, Vici, Julius, Caesar. On récapitule ces mots d'origine latine. La serpillière, du nom du jonc en latin. Une poupée, d'après la fillette. Funambulisme, une marche de corde. Postiche, qui est
mis après en latin puis en italien. Un adage, à affirmer selon le latin. L'enchanteur, une déformation de l'incantateur. Un César, un titre latin construit d'après le nom de Jules César. Intime, le plus à l'intérieur. Un factotum, du latin fait tout. Et un chérubin, un être propice d'après l'assyrien, l'hébreu, puis le latin. Tant que nous sommes sur le latin, restons-y. Voici une annonce classique sur la chaîne YouTube que tout le monde zappe. Mais ici, originalité, nous allons la faire en latin. Si ec tibi placuerunt, pollicem sursum da, huic canali subscribe, ut nova statim sias, signam monensia accende, cum amicis communica, commentarium relinque. C'était bien sûr avec la façon de prononcer du latin tardif. Bon, promis, dans l'épisode 7, nous parlerons moins du latin. Allez, ad proximam septimanam. Pardon. À la semaine prochaine.